Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et bien sûr sur la question de la santé et du bien-être après la carrière. Dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour du sujet tabou qu'est le deuil du sportif de haut niveau, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour d'autres qui pourraient le trouver et qui pourraient éventuellement le partager. Alors aujourd'hui, dans cet épisode spécial, je dis bien spécial, nous accueillons un homme heureux. Un homme heureux parce qu'il est franco-ivoirien et comme l'actualité le dit, évidemment, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Il fait honneur à son pays en arborant c'est quoi? C'est un vêtement traditionnel? Comment on appelle ça? Bonjour, Anderson Awa. Oh, bonjour, Akwaba. Akwaba, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui veut dire bienvenue. Voilà. Oui, j'ai eu la chance de visiter ton magnifique pays 2 fois. Ah. Et j'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai que la première fois, j'ai été accueillie avec des roses. Et c'était écrit Akwaba. Donc, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça. Alors, tu es justement un ancien footballeur professionnel, passé par le centre de formation de Nantes. Tu me reprends si je dis des bêtises. C'est ça, oui, c'est ça, FC Nantes. Et aujourd'hui, entre autres, je dis bien entre autres, tu es le CEO de Spimac. Mais justement, qu'est-ce que c'est Spimac ? Bonjour à toutes et à tous. Et ma chère Vanessa, bonjour. Et je suis très heureux d'être dans ton podcast puisque j'ai vu les prémices de projet du deuil du sportif de haut niveau lors d'une émission qu'on avait fait ensemble. Et vraiment bravo pour tout ce que tu fais. C'est un sujet tabou, mais il faut en parler. Et Spimac joue un peu un rôle aussi également là-dessus puisque Spimac c'est sport, image, consulting. Donc, c'est une agence de marketing sportif qui est au service des acteurs du sport. Alors, qu'est-ce que c'est que les acteurs du sport ? Ce sont bien sûr les sportifs, mais aussi tout ce qui est encadrement, tout ce qui est fédération et tout ce qui est annonceurs et autres. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, d'institutions, d'organismes veulent utiliser le sport comme véritable levier de communication dans leur stratégie de communication. Et donc nous, notre travail chez Spimac, c'est vraiment de mettre en musique et de mettre en relation toutes ces personnes pour justement que les sportifs puissent avoir des sponsors. Pour moi, on en parlera tout à l'heure pour gérer leur carrière, que les entreprises puissent utiliser le sport comme levier de communication et surtout accompagner un peu les sportifs qui sont entre guillemets en mode reconversion pour avoir justement ces possibilités. Voilà ce que c'est Spimac. Alors, dans ton parcours, je sens qu'on va se vanner aujourd'hui parce que moi, en tant que bonne Parisienne, j'ai invité un Marseillais, je sais pas pourquoi. Voilà. Déjà, en train de sortir là, l'accent. Tu sais, mon accent sort quand je m'énerve. Bon. Et tu sens qu'il monte là. Quand on me vanne, ça ressort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et fier de l'être. D'ailleurs, 2 choses, moi. Fier d'être ivoirien et fier d'être marseillais. Aujourd'hui, plus que jamais, fier d'être ivoirien. Bon, tu l'as toujours été, c'est vrai, je reconnais. À tel point que c'était impensable pour toi de ne pas y aller. Tu étais sur les premiers jours de la CAN. Ouais, j'étais sur les 10 premiers jours de la CAN. C'est vrai que je suis rentré avec un sentiment un petit peu de tristesse, puisque quand je suis rentré, on venait de perdre contre la Guinée équatoriale et on s'est qualifié un peu in extremis. Mais si tu veux, j'étais dans un sentiment de est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jouer contre le Sénégal dans l'état d'esprit où on était? Bon, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que la victoire de la Côte d'Ivoire, au-delà du sport, au-delà de la joie que ça a pu apporter aux Ivoiriens, je pense que c'est une véritable leçon de résilience qu'on a pu avoir de ces garçons. Ils se sont fait huer, ils se sont fait critiquer, ils se sont fait on a douté et ils ont su faire le dos rond, ils ont su se mobiliser avec un nouvel encadrement et donc félicitations à Emer Soaé et tout son encadrement et même tous les dirigeants. Je pense qu'aujourd'hui ils ont fait front pour œuvrer ensemble et c'est une véritable leçon puisque quand ils sont arrivés contre la Guinée équatoriale, en fait, ils sont arrivés avec, comme on dit chez nous, avec la grosse tête, pensant que ça allait être, il suffisait d'un match nul pour se qualifier. Un match nul. Ils ont dit, on a toutes les chances, ça veut dire, au minimum, on fait un nul, mais on va gagner.
Et en fait, ils se sont fait gifler, comme on dit au pays. Et cette gifle-là, je pense que elle a fait du bien. Elle a fait du bien parce que tous grands joueurs qu'ils sont, que ce soit les caissiers, que ce soit les Fofana, c'est des joueurs qui marchent à des 800, des 1 million d'euros mensuels en Arabie Saoudite. Et là, effectivement, contre la Guinée équatoriale où le meilleur joueur, le meilleur buteur joue en Détroit espagnol, vous imaginez? Ben là, ouais, vous prenez une gifle. C'est un peu comme les équipes quand elles jouent en Coupe de France, qu'elles se font éliminer en Coupe de France contre les petits poussés, comme on dit. Ben voilà. Mais là, Vanessa, c'était pire parce que là, tu joues contre toute une nation. Ouais, chez toi. Ah là, à domicile. La pression était déjà énorme avant, pendant. Donc, imagine cette correction, parce que c'est pas la défaite le sport, c'est pas une science exacte. Tu peux perdre. Et c'est de la manière comment ils ont perdu qui a vraiment fâché les Ivoiriens. Et voilà. Donc, on ne peut que les saluer pour leur réaction, d'avoir fait honneur au pays et encore plus que ça, d'avoir remporté cette coupe à domicile. Donc, ouais, c'est vrai que la leçon, elle est partout dans cette équipe ivoirienne parce que déjà ils remportent un match au tir au but incroyable. En plus, la fédération ivoirienne avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'événement. Ouais. Sébastien Haller, qui a eu une histoire exceptionnelle avec son cancer, avec son testicule, qui revient après 4 chimios, etc., et qui devient décisif dans cette CAN. Ouais, je crois que la leçon, elle est partout et c'est vrai que tu as employé le mot résilience. Je crois que c'est vraiment ce qu'on retiendra de cette victoire. En tout cas, à titre personnel, c'est ce que je retiendrai de cette victoire parce que d'ailleurs, ils étaient même pas, ils étaient loin d'être favoris. Et à chaque fois qu'ils passaient un tour, on se disait bon bah c'est le dernier quoi. C'est le dernier. Ouais, c'était déjà presque une victoire d'être en finale quoi. Oui, parce que c'est le départ. En fait, avant la compétition, nous faisions partie des favoris puisqu'on était à domicile. Sur le papier, on n'a rien à envier à certaines nations. On a des grands joueurs, voilà. Mais après, comme tu le sais très bien, c'est un sport collectif et c'est pas une individualité qui va faire la différence, mais plutôt un collectif et surtout l'état d'esprit. C'est comme j'ai pour habitude de dire, une Coupe d'Afrique, comme une Coupe du Monde, comme un championnat d'Europe, ça se joue pas, ça se gagne. On nous retient un cœur à la fin. Bah oui. Ouais. Quand tu as un trick de, je sais pas, moi Mbappé qui a marqué 3 buts, quand tu vois le PSG, je vais parler du PSG comme t'es parisienne, le PSG, tu vas dire qui a marqué, tu vas pas dire qui a fait la passe. Mais c'est exactement ça. Donc on était favoris, si tu veux, mais voilà, il fallait encore fallait-il le prouver sur le terrain. Et en fait, la déconvenue du premier tour nous a placés automatiquement dans une position de même pas outsider, mais vraiment miraculé, quoi. Ouais, exactement. Je crois que c'est ça, miraculé. Les miraculés finalement ramènent une 3e étoile, et ça. C'est extraordinaire. On a vu la France fêter, on a vu la Côte d'Ivoire fêter l'événement. Et bon, voilà, les liesses populaires, c'est vraiment ce qu'on aime. En tout cas, moi, j'imagine que en tant qu'ancien footballeur et ivoirien, tu as dû faire la fête. Oui, on a fait la fête. On a. Je t'ai envoyé des messages, tu m'as même pas répondu. Tellement t'étais occupé. Non, mais c'était, en fait, si tu veux, pour être vraiment honnête, j'avais très peur de cette finale, puisque le Nigeria, c'est pas une équipe facile. En même temps, j'étais confiant, et en même temps, j'avais peur, parce que et même quand ils ont marqué le premier but, j'étais sûr qu'on allait égaliser, mais en fait, j'avais très, très peur de la séance de tir au but, et que la chance tourne, tu vois. Ouais. Parce que j'imaginais déjà ces millions d'Ivoiriens qui allaient être tristes, parce que même si on allait être fiers d'eux, d'être allés en finale, mais ils auraient eu un goût amer. Donc là, ils ont fait vraiment le job et c'est magnifique. Nous, on a fêté ça comme il faut, comme on dit au pays. Toi, t'as déjà croisé un revenant. Quand tu croises un revenant, tu fuis, non? Mais voilà. Quand ils ont vu. C'est tout. Pour revenir à ton histoire, le foot, c'était logique dans ton histoire. En tant que Marseillais, tu pouvais pas imaginer faire un autre sport que le football? Non. Je pouvais pas imaginer faire un autre sport, mais pourtant j'ai fait d'autres sports quand j'étais à l'UNSS, quand j'étais plus jeune, à l'école. J'ai fait un peu d'athlé. Je fais du pas du 100 mètres, hein. Quand on est jeune, c'est quoi? C'est du 80, du 60, ça dépend de l'âge que tu as. Ouais, j'étais pas mal au démarrage. Après bon, un peu manque de technique, mais j'étais pas mal. Après, j'ai fait du volley à l'UNSS, du hand, du basket, du badminton. Mais non, le foot, si tu veux, ça fait partie. Même sans parler même d'être africain, ivoirien, mais en tant que Marseillais, le foot c'est le sport le plus facile entre guillemets. Il y a un ballon, on peut jouer n'importe où. Donc moi, je viens des quartiers nord, comme tu le sais.
Et dans les quartiers nord, ce qui nous tenait, c'était le sport, c'était le football. Et donc, dès plus jeune, j'étais déjà fan de l'OM. Si tu veux, voilà, on se rêvait. Mon idole, c'était à l'époque Basile Boli. Basile. Voilà, le grand Basilou. Et c'est vrai que voilà, on rêvait tous de jouer à l'OM un jour, mais on savait très bien en tant que Marseillais que comme le centre de formation n'était pas top pour les jeunes, on savait très bien qu'il fallait passer par ailleurs. À l'époque, à la mode, c'était le centre de formation de Cannes. T'avais Monaco, voilà. Et j'ai été un des premiers et des rares Marseillais à intégrer le centre de formation du FC Nantes. Oui, justement, comment ça s'est passé? Comment tu t'es fait repérer par le FC Nantes? Comment tes parents ont vécu le fait que leur fiston partait au FC Nantes? Chez les Canaries. Ouais, ça a été très rapide. C'était en 1980, je sais plus combien. Mon vieil âge là, vraiment. En fait, je jouais à Marseille et déjà j'ai eu une étape en fait que les gens ne savent pas. Avant le FC Nantes, j'ai eu une étape qui s'appelle Avignon. En fait, j'ai été repéré à Marseille et en fait le SCOA, ce qu'on appelait le SCOA, donc le Sporting Club Olympique d'Avignon, était en train de monter un projet en prenant des jeunes de la grande région, on va dire, pour venir renforcer leur équipe de U17 nationale. C'était la première fois qu'ils montaient. Donc ils ont pris 3 Marseillais, dont je faisais partie, et donc on était logés, hébergés, nourris, logés. On était un peu en mode sport-études. Donc on était dans un lycée. Moi j'étais dans un lycée à Avignon. D'ailleurs j'étais le seul black du lycée. Ça me faisait bizarre parce que Marseille, t'arrives dans un lycée comme ça. Et puis on était vraiment stéréotypés marseillais parce qu'à l'époque on avait des sacoches Longchamp, c'était les marques qui étaient à la mode. C'est quoi cette mode là? On dirait un facteur et tout, tu vois. Donc c'était assez marrant. Et de cette année au SCOA d'Avignon, donc qui m'a permis de jouer en U17 national, je me suis fait repérer et j'ai été le seul joueur amateur à faire les pré-France. Donc partir à Clairefontaine, sélectionné en équipe de France U17. C'était la génération des Thierry Henry, Trezeguet et compagnie. Et tout le monde, quand il me demandait, mais tu joues où, toi? Il y avait des mecs qui arrivaient avec leur équipement, Le Havre, Monaco, patati, patata. Je suis arrivé avec mon vieux truc, mon vieux survêt, là, du SCO d'Avignon, là. Je crois que j'avais même pas de sac. Son âme, c'était un de mes tontons taximètres qui était venu me chercher à l'aéroport. J'étais un gaou, même j'arrivais à Paris en mode gaou, mais Marseille pur dur. Il m'amène à Clairefontaine, j'arrive là-bas, je vois les gars, ils sont là, survêt, machin. Moi, j'étais avec mon jean, et puis mon petit haut de survêtement. On dit, tu joues où? Je dis Avignon. Où? Avignon. Avignon? C'est où? Donc bref, et de cette expérience-là en équipe de France, à mon retour, tout est allé très vite. Je fais un match référence de malade. Je me rappelle, je prends au marquage un jeune qui s'appelait à l'époque Jairzinho, un Brésilien qui jouait à Andum catalan. Et j'étais à Avignon, donc je fais un match, je le mets dans ma poche alors que c'était la star entre guillemets de la région. Et ce jour-là, il y avait un recruteur. Donc qui a parlé avec Delanoë et Noël Tosi à l'époque, mon papa spirituel, et c'est grâce à ça il parle de moi et c'est grâce à ça que j'arrive au FC Nantes, quoi. Quand tu es recruté par le FC Nantes, j'imagine qu'ils contactent tes parents. T'as quel âge quand ça se passe? Tu disais à peu près 17 ans, c'est ça? Ouais, 16 ans, non, j'ai 16 ans. Donc du coup tes parents ils le vivent comment? Ils se disent, enfin comment ils le vivent? Ma mère, paix à son âme, elle était contente, il n'y avait pas de souci, même si elle était un peu apeurée, mais mon père, en fait, le recruteur du FC Nantes a été obligé de prendre un vol, je me rappelle, Nantes-Marseille, pour venir au quartier nord, pour s'asseoir devant mon père et pour lui demander pardon, comme on dit au pays, qu'il accepte. Est-ce que tu imagines? J'en étais sûre que c'était pas aussi simple que ça. En fait, si tu veux, l'approche c'était, mon fils doit finir ses études, il va être médecin. Tu connais les parents africains? Je connais. Voilà, il va être médecin. Et donc, on a dû faire venir un oncle, à son âme qui est décédé, un ancien joueur, Didier Wakubwe, qui joue à l'OM, donc il y avait cette aura déjà. T'imagines, un joueur de l'OM qui se déplace, qui vient au quartier nord de Marseille, en pleine soirée. La discussion avec Guy Lyon, que je salue au passage, recruteur du FC Nantes, a duré, je pense, plus de 4 heures, voire 5 heures. Ça a commencé donc, tu aurais pu, finalement, ne pas finir au FC Nantes. C'était une vraie possibilité. Alors là où aujourd'hui beaucoup de parents rêvent et poussent leurs enfants à y aller, toi tes parents c'était réticent. Enfin en tout cas ton père. Ah oui, mon père c'était non catégorique. Puis quand il dit non, c'est non.
Et donc ma mère, donc Didier Wakubwe, le recruteur, donc il était obligé de lui expliquer le projet de A à Z et insister sur l'INES qui était l'Institut Nantais de l'élite sportive. Donc c'était une école intégrée au centre de formation où on pouvait être dispensé de cours par petits groupes en plus avec d'autres sportifs. Et là on pouvait suivre si tu veux, le cursus normal, parce que c'était ça la peur de mon père, c'est qu'il avait peur que j'abandonne le cursus normal, quoi, tu vois. Que c'est une réalité aussi. Le sport peut t'amener très loin, mais il peut s'arrêter très vite aussi. Exactement. Mais je le remercie aujourd'hui parce que c'est ça quand même qui m'a permis d'avoir ce bagage qui m'a après réussi dans ma reconversion. Donc c'est quand même voilà, c'était un bagage d'avoir ce. Et puis les parents sont là aussi pour assurer notre sécurité, nous garder les pieds sur terre. C'est aussi leur rôle. Tu es papa aujourd'hui de 3 magnifiques petits bambinos. Et donc du coup maintenant tu dois. Oui, c'est vrai que ton grand est grand quand même maintenant. Hein, ça y est. Bientôt. Pardon. Justement, donc 2 ans. Combien de temps au FC Nantes du coup? Je sais pas pourquoi je dis 2 ans. 3 saisons et puis après alors ce qui est bien c'est que moi ma vie mon parcours il a été fait de dates en fait. Quand je parle de mon parcours, c'est les dates qui sont importantes parce que c'est des dates où chaque fois il y a une réussite, chaque fois une épreuve où tu dois faire preuve de résilience, une réussite, une épreuve, une réussite, une épreuve. Voilà, si tu veux, ma vie de sportif de haut niveau et ma vie même de tous les jours est faite de cela. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait l'homme que je suis. C'est-à-dire que devant chaque épreuve, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de foi quand on est croyant. Et puis y croire à son projet, croire en soi et ne pas lâcher devant ces épreuves-là. Parce que ma première épreuve qui a été très difficile, c'est mon départ du FC Nantes. C'est-à-dire que j'ai l'entretien avec Reynald de Noax à l'époque, responsable du centre de formation, qui me dit écoute Anderson, tu as toutes les qualités nécessaires, tu es respectueux, tu es un garçon adorable, tu es un très bon joueur, etc. Mais on peut pas te garder, tu rentres pas dans les critères du FC Nantes, ça serait Auxerre, ça serait autre chose, parce que devant moi j'avais 4, 5, 6 grands joueurs qui étaient jeunes et qui étaient déjà des grands joueurs, Decroix, Chanley, Guyot, Eddy Capron, il y avait du monde devant moi et moi je le prends comme une trahison, dû avec même émotion parce que je le prends vraiment comme un crève-cœur en fait. Le petit Marseillais qui était l'exemple de tout le monde, j'étais un peu la fierté du quartier. Tout le monde me voyait déjà pro parce qu'ils connaissaient mes qualités. Mais c'est la dure loi du football, c'est-à-dire quand tu arrives au centre de formation, des Anderson, il y en a plein. Et peut-être que moi j'ai jamais eu de regrets, mais peut-être que je n'ai pas fait mon aîné peut-être les bonnes choses au bon moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas passé au FC Nantes. Et donc là, tu le prends comme un crève-cœur, même si chaque fois ils vont te promettre, mais on peut t'aider pour trouver des clubs à côté, etc. Mais jamais ils vont t'aider pour trouver un autre centre de formation. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on va dire, mais pourquoi vous l'avez pas gardé et vous le proposez à Rennes ou autre. Et donc, t'es là, t'écris. Donc, c'est-à-dire que déjà, t'as quel âge? 18 ans, 17 ans, 18 ans, 18 ans, tu écris, tu fais des candidatures comme si tu cherchais un taf. Déjà. Et tu reçois des lettres. J'ai écrit à Strasbourg. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tu écris. À l'époque, et maintenant les jeunes de maintenant, ils font des détections. Mais avant, on écrivait, nous. D'accord. Donc là, tu écris à qui? À combien de clubs à peu près? J'écris à 4 clubs, je pense. Je pense que dans mes grosses archives dans ma cave là-bas, je dois encore les avoir, ces lettres. Strasbourg qui me dit non. Mais tu sais, en fait, ils disent non avec politesse. Malgré tout l'intérêt de votre candidature et le fort potentiel que vous puissiez avoir. Le recrutement est terminé. On était au début. On était en plein mois d'avril. J'écris à Auxerre. Il me refuse. Une belle lettre encore, hein, signée par le responsable du centre de formation à l'époque. Si je me demande, c'est pas Bernard David. J'écris à pas beaucoup, hein, en fait. Hein. J'écris à Auxerre, Strasbourg, et une troisième de Monaco. J'écris à Monaco. En fait, tu te dis, tu viens de Nantes, avec la réputation que l'on avait, tu te dis, tu vas trouver tout de suite un club. C'était plus dur, en fait. C'est là. Et en fait, tu dois passer par la case amateur. Donc, ma résilience a été de passer par la case amateur. La CFA. Voilà. Alors que tu joues en CFA depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, enfin, je veux dire, mais tu passes par la CFA où là, tu rencontres des gars, des pères de famille, des gars qui sortent de l'entraînement, qui allument une clope, les mecs qui sortent du boulot. Tu prends une chiffre quand t'arrives parce que t'as, dans ce mode, centre de formation, entraînement, tu vis que ça. Et là, t'arrives, tu prends, là, la résilience, elle est là parce que là, tu dois remoduler un petit peu. Tu sais, quand tu es au centre de formation, faut pas faire long là-dessus, mais t'es dans un cocon, en fait.
Tout le monde fait pour toi. T'as juste à laver ton slip, en fait. Et encore. Et encore, les intendants, ils lavent les slips, hein. Mais, et quand t'arrives là, faut aller aux acédiques, ce qu'on appelait les acédiques à l'époque. Faut s'inscrire au chômage. Faut aller quand tu prends un appartement, faut aller à la CAF. Faut aller à la Sécu. Et, dis donc, je veux te dire un truc, hein. Tu connaissais pas ça. Mais tu connaissais pas. Il y a des gens qui s'occupaient de ça pour toi. Ouais. Donc là, tu prends de la maturité. En 8 mois, tu prends une maturité de 3 ans direct, hein, parce que tu as... Et puis tu réalises certainement quand tu rencontres les papas qui fument la clope à la fin avec les enfants, tu réalises que ta carrière peut s'arrêter là aussi. Exactement. Tu réalises que tu peux rester coincé là. Exactement. Et donc là, encore une fois, si tu veux, je me dis non, faut que je fasse quelque chose. Et je prends mon baluchon, en fait, comme on dit. Et je vais en Suisse. Je vais avec un ami, chez un ami, l'ami de l'ami, et on va au culot en Suisse, pour se chercher, comme on dit. Et on réussit à faire un essai au F Session, puis on signe là-bas, et même pas 6 mois après, je suis prêté en Italie, et puis voilà, après là, ça décolle, quoi. Et là, tu signes ton premier contrat pro, après t'es prêté, tu fais le globe-trotter un peu, tu fais plusieurs clubs, plusieurs pays, etc., pour finir après à La Réunion. Et en fait, si tu veux, toutes ces épreuves-là ont fait que j'ai arrêté ma carrière très tôt. Pourquoi? Parce que je me suis dit, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, mais à la mesure de mes compétences. C'est-à-dire, tu peux être ambitieux, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu adaptes ton ambition à la mesure de tes compétences. À une certaine réalité. Exactement. Et à un moment donné, je cours après quoi? Je venais d'avoir mon premier gamin. J'ai dit, je cours après quoi? Je suis là, tous les jours, je fais 6 mois un club, 6 mois ceci, 6 mois par là. T'es là, ça jongle, financièrement, tu commences à avoir des trous, ça commence à être compliqué, t'as les huissiers qui t'écrivent, t'as tous les créanciers voilà, parce que ce que les gens ne se disent pas, et on est là, sans tabou, hein, c'est que ton rythme de vie n'est plus le même. Ça sort, mais ça rentre plus. Ça rentre plus. En fait, tu as gardé cette habitude de dépenser. Ben voilà. Et après. Mais pourtant, l'argent ne rentre pas. Et tu m'avais raconté il y a quelques années que tu avais l'habitude de prendre l'avion comme ça. Tu étais en Italie, tu prenais l'avion le week-end pour aller à Paris, tu faisais des allers-retours. Pas de problème. La Dolce Vita, mais sauf que l'argent ne rentre plus, quoi. Ça rentre plus. Donc, à un moment donné, t'as un gamin, tu commences à te poser. Ouais, tu penses plus à toi seul. C'est vrai que j'étais mûr très rapidement, à 24 ans. J'ai eu mon premier fils il y a 24 ans. Mais déjà, dès 24 ans, je me dis, j'ai des responsabilités. Je peux plus m'amuser à avoir des trous comme ça, ou voir madame qui fait des petits boulots à gauche, à droite, et que toi, t'es là, non, t'inquiète, j'ai un essai, là. Non, t'inquiète, là. Il va m'appeler, Jean-Luc Saint-Suspect à son âme. Mon dernier agent, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un truc pour toi en Roumanie. Je dis, Jean-Luc, j'arrête. Il me dit quoi? Je dis, j'arrête. Trouve-moi un club de CFA, là, qui me trouve un boulot, je vais me reconvertir. J'en ai marre. Et donc, c'est de là, en fait, que la reconversion commence. En fait, j'atterris à Toulouse. Et comment ta femme, elle vit tout ça, à côté? Elle te dit rien? Elle a confiance? Non, au début, elle dit rien, elle a confiance. Mais tu sens quand même que dans ses yeux, tu sais, les femmes de joueurs, les femmes de footballeurs qui sont à ce niveau-là, qui sont dans une période, entre guillemets, où ils sont à la limite d'arrêter, de se reconvertir, c'est difficile, hein. Tu vas en parler dans l'histoire du deuil de sportif de haut niveau, mais c'est difficile d'accepter. Surtout quand t'es jeune. Moi, j'avais 24 ans, j'avais encore le temps. Mais j'aurais pu continuer, hein, à jouer en national, comme certains, peut-être pour rebondir encore à 28 ans, peut-être faire une carrière de Ligue 2, mais voilà, je pense que j'ai pris la bonne décision au bon moment parce que je n'avais plus, la tête ne suivait plus, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu es là, tu attends le téléphone qui sonne, tu es dans des films, en fait. C'est-à-dire que tu es là, ouais, moi j'ai encore un agent qui mange avec Arsène Wenger qui doit m'appeler. Tu te rappelles, hein? Je mange avec Arsène Wenger, je parle pour toi. Je te rappelle de suite. Ça fait 20 ans, j'attends son appel, il m'a jamais rappelé. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi. Mais elle n'ose pas te dire. Tu vois ce que je veux dire? Un jour, tu devrais faire un reportage avec les femmes de footballeurs, mais qui n'ont pas vraiment... Et elles vont te dire comment c'est difficile d'assumer, voilà, soutenir ton mari, mais en même temps d'assumer le frigo. Parce que souvent, on dit les femmes de footballeurs, des michetots. Des michetots. Mais il y a aussi le revers de la médaille, hein. Bien sûr. Bah, il y a le quotidien. T'as des footeux aujourd'hui qui ont la même femme depuis leur temps de galère, comme on dit. Et on dit souvent, hein, en Côte d'Ivoire, derrière un grand homme se cache une femme de feu. Parce que, parce qu'elle va assumer quand tu joues pas, t'es énervé, quand t'es blessé, voilà. Mais qui assume la première personne qui assume, c'est ta femme. C'est elle qui prend les pots cassés, on va dire. Les jours de défaite, c'est elle. Et en plus, rarement les jours de victoire.
Parce que le jour de victoire, tu restes dehors, tu fêtes avec tes potes, machin, et puis quand tu rentres, t'es KO, et voilà, c'est fini. Donc elle prend les défaites, parce que généralement tu perds, tu rentres à la maison, et tu gagnes, tu fais la bringue, et puis quand t'es champion, alors là, ça se prolonge, etc. Ouais. Non, mais c'est important ce passage-là, parce qu'effectivement, ouais, il faut que, moi j'ai eu la chance d'avoir donc ma femme derrière moi, et surtout mon meilleur ami, qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours, voilà, tu sais, t'as beaucoup d'amis quand t'es au plus haut, hein. Puis quand t'es au plus bas, il y a plus personne, hein. Et moi, j'ai réussi à avoir gardé les mêmes amis, les amis d'enfance. Au bas, eux m'ont toujours considéré comme j'étais, Anderson. Donc voilà, c'est pas des gars qui vont te tirer vers le bas, c'est pas des gars de quartier entre guillemets qui sont en mode. Eux aussi, moi, je suis fier d'eux parce que on a grandi dans des conditions compliquées, moins compliquées que maintenant à Marseille parce que c'est vraiment devenu n'importe quoi, mais très compliqué parce que ben voilà, on était pauvres, enfants d'ouvriers, on se débrouillait comme on pouvait. Mais on n'a jamais fait de conneries. C'est le sport qui nous a toujours guidés et les études. Donc, ces meilleurs amis dont je parle, ils ont fait des études, ils ont réussi à partir de Marseille, avoir des boulots très convenables, des cadres en banque, etc. Et ça, on n'en parle pas de ces gens-là. On parle, c'est vrai que des sportifs, mais il faut parler aussi de ces jeunes-là qui réussissent à s'en sortir, quoi. Et ces gens-là, ils étaient à mes côtés pour me remettre un peu la tête sur les épaules quand je faisais des conneries à prendre l'avion Torino, Parigi, le dimanche. Même les hôtesses, tout le monde me connaissait par cœur parce que voilà, au lieu de se concentrer à s'entraîner pour essayer de gagner sa place parce que je jouais pas là-bas, ben je prenais l'avion le dimanche pour venir au VIP Room. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben voilà, mais t'es jeune, voilà. Et là, t'as tout le monde qui t'attend. T'arrives, t'as la voiture de location qui est déjà là, t'as le pote pour la fête qui est déjà là, t'as les nanas qui sont déjà là, et puis voilà, tu fais n'importe quoi. Et puis voilà, et à un moment donné, tu dis et puis après, ben voilà, tu rencontres les bonnes personnes, je crois que c'est à partir après ça que j'ai rencontré ma femme et que voilà, j'ai réussi à avoir entre guillemets ce cadre-là, tu vois, être dit bon, écoute. Ok, je fais ça pour ça, pour ça, pour ça. Après, quand t'as l'enfant, c'est pareil. Et c'est ça qui a guidé toute ma reconversion. Justement, tu arrêtes, criblé de dettes, puisque tu as tout dépensé. Et là, il faut faire des choix. Tu dis que tu demandes un club de CFA avec un boulot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, quand j'arrive à Toulouse, la région toulousaine, je disais à Jean-Luc, bon, il m'a dit viens à Toulouse, on va discuter. Et moi, le problème, c'est comme je suis comme mon père, moi, pour changer d'avis, c'est compliqué. Donc, du coup, j'étais déterminé à faire cette reconversion. J'étais déterminé à découvrir le monde du travail que j'avais découvert un petit peu avant de venir à Toulouse, à Nantes. Je me rappelle, j'ai fait 3 mois. Ça, c'est une anecdote de malade que je vais sortir. Je pense qu'il se rappelle pas. Mais en fait, je travaille dans une station-service le soir pour compléter ce que je faisais au foot dans un club amateur à Nantes. Et c'est bien parce que c'était 22h, 6h du matin, donc du coup, ça me permettait la journée de pouvoir aller m'entraîner, chercher un club, être dans le film de chercher un club. Là, dans un film. Je suis à Nantes, et d'un coup, à un moment donné, donc je me retourne, je vois une voiture qui se gare, une voiture classique, etc., qui sort, Michael Landreau, qui était un de mes petits. On a joué ensemble. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller me cacher. Ouais. Après, ça dure 10 secondes, cette histoire. Et tu te dis, mais attends, merde, pourquoi? Allez. Et j'étais là. Donc, il arrive. Oui, le plat, s'il vous plaît. Ok. Et je le regarde comme ça. Et il s'en va. Et il retourne d'un coup, il revient. Et il me regarde. Sony, parce qu'il m'appelait Sony à Nantes. Sony? Je dis, ouais, oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Je l'appelais Krillin. Oh, le pauvre. Je veux pas dire pourquoi on l'appelait Krillin. Bon, je dis, ok, voilà. Je dis, Krillin, comment tu vas? Il dit, ouais. En fait, au final, avec le culot que j'ai eu, c'est lui qui était mal à l'aise et non plus moi. Mais tu fais là, je travaille, mon frère. Ouais. Ça va, tu vas bien? Tout se passe bien, félicitations pour tout ce que tu fais et tout. Mais c'est du fond du cœur, parce que je l'adore, ce gamin. Enfin, ce gamin, il a un an de moins que moi, mais voilà, je l'adorais, quoi. Donc, j'ai pas de souci. Je me rappelle, anecdote, sa première paire de gants, d'un gardien professionnel, c'est moi qui lui offre, c'était les gants de Fabien Barthez qu'il avait donné à mon oncle qui joue à Marseille avec lui. Donc, on a toujours une belle relation jusqu'à aujourd'hui, on a une belle relation quand on se voit. Mais tu vois, cette anecdote-là, eh ben, elle reflète un petit peu ce qui se passe avec les joueurs de foot actuels qui sont dans un passage où ils cherchent un club, etc. Et ils vont commencer à inventer des vies. C'est inventé parce qu'ils ont honte, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer que ta carrière, à un moment donné, peut prendre du plomb dans l'aile et que tu dois
te reconvertir. Jamais tu vas voir un footballeur qui est en charge d'un club. Ouais, ben là, écoute, j'ai fait un essai là-bas, mais non, j'ai pas signé là-bas parce qu'il y a eu un problème avec l'agent qui s'est pas entendu. Mon frère, tu cherches un club. Hein? T'as pas de club. J'ai pas de club, je suis en galère, je cherche un club. Et c'est ça, j'essaie d'inculquer un petit peu aux joueurs que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, cette résilience dont on parle depuis le début de cette conversation, il faut l'avoir, parce que pour éviter ce genre de comportement-là, d'essayer de se cacher, d'essayer de faire comme si j'ai une belle vie. Il y a plein de footballeurs qui sont criblés de dettes aujourd'hui, qui veulent pas le dire, qui veulent pas l'assumer. Il y en a plein. Le seul qui en a parlé il y a pas longtemps, c'est Ludo Giuli. Il a dit, je me suis fait avoir, j'ai fait un mauvais placement, j'ai pris de l'argent. Mais voilà, le tabou dans le football, c'est ça. Ça, le deuil, la sexualité, l'homosexualité, voilà, tous ces sujets-là sont tabous dans le monde du football. Tu peux pas, parce que tu peux pas dire que tu es en recherche de club, que tu es en galère. Non, tu t'appelles un tel, tu peux pas toi. Tu as été pro, tu as plus d'argent. Oh non, pas toi. Mais si, ça peut arriver. Et il faut l'assumer. Et c'est la première victoire, c'est de l'assumer en fait. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, parce que je me suis dit, bon allez, dans cet épisode dont je te parle avec Landreau, ça a été un déclic, parce que j'ai vraiment assumé le fait que je cherchais à me reconvertir. Et quand j'arrive à Toulouse, avec ça, la première journée, je vais à la NPE, je regarde les annonces, et grâce à Dieu, le club avec qui j'ai signé en amateur comme ça, avait un partenariat avec Manpower. Non, je dis des bêtises, Védiorbis me trouve une mission d'intérim chez EDF GDF, 8 mois, au téléphone. Je dis, parfait, 8 mois, c'est le temps de la saison. J'ai le temps de faire déjà, j'étais dans l'optique de l'entrepreneuriat, de faire ma société, d'être agent de joueurs et compagnie, etc. Donc, 8 mois, et puis, tu connais la suite, possibilité d'embauche, je fais les entretiens. Je me dis, tiens, c'est une stabilité. Et donc, en 2003, je rentre chez EDF, dont je suis encore, parmi mes autres activités, et puis voilà, quoi. Et chez EDF GDF, tu commences comme ça, et ça te met beaucoup d'années à rattraper les dettes que tu avais accumulées. Jusqu'à, je sais pas, il y a encore une dizaine d'années, tu me disais que tu devais encore rembourser, quoi. Ouais. En fait, c'est pareil, résilience encore une fois. Eux, ils me cachaient derrière, non, je vais vous rembourser, non, essayer d'emprunter, trouver des projets et autres, etc. À un moment donné, j'ai assumé ces dettes-là, en faisant des plans de comment ils appellent ça, des plans de remboursement, hein, avec tous mes créanciers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce à madame, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit directement à tous les créanciers. Le fait aussi d'avoir ce boulot entre guillemets stable m'a permis aussi de pouvoir assumer tout ça. Parce que j'aurais pas pu leur dire en étant, non, vous inquiétez pas, comme je disais à l'époque à mon banquier, quand mon banquier m'a pas aidé. Mon banquier ne m'a pas aidé. Je le remercie pas, je vais pas citer son nom. Je suis pas sûr qu'il avait grand intérêt, voilà. Finalement. Il m'a pas aidé parce qu'il m'a laissé m'enfoncer dans ce découvert. Ils prennent des pourcentages quand tu t'enfonces. Donc, quand je dis non, vous inquiétez pas, monsieur. Non, là, j'ai un essai en Italie, là, je devais partir. J'étais dans ce film. Ne vous inquiétez pas. Mon agent, il m'appelait, là. J'ai un super contrat en Norvège. Ça va éponger. Vous inquiétez pas. Allez-y, laissez passer. Mais tu creuses. Et les impôts qui arrivent, etc. Voilà. Redressement fiscal. Parce que tu es en Italie. Personne ne t'explique qu'il faut que tu déclares ce que tu touches. Officiellement, à la banque, t'es au chômage. Il faut que tu aies des revenus en Italie. Bref, on en rigole aujourd'hui. Mais si tu veux, si tu n'es pas fort mentalement, mais c'est la descente aux enfers. Tu sais même pas par quel bout commencer, en fait. Les dettes, tu es entre les dettes, entre la réalité que tu as encore envie de jouer, entre la réalité qu'il faut à un moment donné assumer tout ça. Et la réalité que t'es père et que t'es un mari. Justement, j'ai l'impression que c'est ta femme qui à chaque fois crée ce tournant, c'est ta femme qui te garde les pieds sur terre et c'est ta femme qui te permet de rester à flot, même si t'as des dettes, mais finalement, pas à pas, c'est elle aussi qui te remet sur le droit chemin, entre guillemets. Ah, c'est le capitaine. C'est le capitaine du bateau, hein, à ce moment-là. J'espère qu'elle est pas loin, qu'elle entend. Non, mais c'est le capitaine. Non, c'est le capitaine parce que aujourd'hui, voilà, mes deux femmes, comme j'ai l'habitude de les appeler, ma mère, père son âme, a été là pour moi aussi. Souvent, on dit les parents africains, ils sont là que pour, entre guillemets, récolter un peu les fruits de leur fils. Ah, on fait, non, ma mère, même quand j'étais dans la galère, elle a toujours été là. Pourtant, elle faisait les ménages, elle surveillait les femmes de ménage, mais bon, c'est pareil, c'est le même secteur d'activité, mais voilà, mon fils, t'as besoin de 100 €. Vas-y. Mais toi, t'as honte. T'es là, tu dis non.
C'est moi qui t'ai aidé, maman. Tu peux pas m'aider, c'est pas possible. Mais moi, je suis obligé d'assumer ça. Tu es obligé d'accepter. Oui, maman, ouais, c'est chaud. Ouais. Et tout ça, tu réfléchis, tu penses. Et à un moment donné, tu es obligé de prendre des décisions. Parce que tu peux plus continuer comme ça. Parce que tu sais que tu es en train d'embarquer, entre guillemets, ta famille dans tes problèmes, dans tes dettes. Donc, tu assumes. Et encore une fois, tu contactes tous tes créanciers et tu fais un plan de remboursement avec eux, même si ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, ça a pris le temps. Et voilà, après, t'es fier quand t'as plus de dettes, mais t'es hyper fier, en fait. T'es hyper fier. Et puis là, enfin, tu peux respirer, quoi. Tu as grandi donc au sein de d'FGDF. Tu veux devenir un gros patron même. On va en parler tout à l'heure, mais je suis trop fière de ce que tu fais chez EDF. Merci. Et avant de tout ça, il a fallu aussi accepter que, alors tu faisais tes appels téléphoniques, etc. Mais pourtant, j'imagine que tu espérais quand même un retour à quel moment tu t'es dit, ok, là c'est vraiment fini. Je me concentre dans ma carrière EDF. J'essaie d'évoluer au sein de la carrière EDF. À quel moment tu te dis, bon là vraiment. Je vais te dire un truc. Bizarrement, c'est du moment où le jour où j'ai signé mon contrat chez EDF-GDF, qui à l'époque, qui était EDF-GDF, le centre d'appel, j'ai paraphé mon contrat et que le premier jour que j'ai mis un casque sur ma tête pour dire EDF-GDF bonjour. Ok, c'est fini. C'est fini. Je me suis dit là, je ne me vois pas. Et pourtant, je voyais des histoires de mes gars de ma génération qui partaient encore faire des essais. On m'a appelé, on m'a tenté, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, c'est fini parce que je me suis dit là où je suis, si je fais encore cette erreur, je vais encore m'enfoncer et je pouvais plus faire ça. Par respect pour ma mère, par respect pour ma femme, par respect pour mes amis, mes proches et mon fils à l'époque, je pouvais plus faire ça. Donc par contre, j'ai décidé de me mettre à fond dans ce projet-là. Mais derrière ça, j'étais EDF-GDF la journée. À 17h, j'avais fini, 18h, et de 18h jusqu'à 23h20, j'étais dans des projets de créateurs d'entreprises. C'est-à-dire vraiment déjà comment je vais accompagner les joueurs, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que les autres. Moi, je suis un mec qui dort pas. C'est-à-dire que là, ça cogite, et j'étais plein de projets. Parce que je savais que c'était intérimaire, c'était 8 mois le truc. J'avais pas encore connaissance de cette possibilité d'embauche. Pour moi, c'était juste une intérim. Et une fois que ça a été acté, effectivement, là, je me suis projeté un peu plus à me poser. Et grâce à EDF, j'ai repris mes études. J'ai fait une formation interne, j'ai repris mes études, ce qui m'a permis après d'avoir tous les jobs que j'ai eus les 2 gros jobs que j'ai eus et aujourd'hui, j'en suis fier, j'ai envie de dire. J'ai du mal à dire ça, en fait, hein. J'ai du mal je suis quelqu'un de insatiable, j'ai du mal à fêter les victoires, en fait. Et pourtant, c'en est une, mais j'ai du mal, je passe rapidement à autre chose, tu vois. Tu te projettes. Ouais. Un autre projet, un autre objectif. Ouais. Je me dis, ça c'est fait, hop, next. Dans ton parcours chez EDF, tu es à un moment au partenariat avec, les beaux partenariats avec les autres entreprises. Tu travailles avec l'équipe de France de football. Ouais. Tu côtoies les plus grandes stars du sport français, puisque tu fais signer des contrats, des sportifs signent des contrats chez EDF. Ouais. Je sais pas si tu veux les citer, c'est toi qui décides sur ça. Comment tu le vis ce moment-là? Tu te dis ça pourrait être moi, ou vraiment Anderson le footeux il est enterré quoi. Et là t'es quelqu'un d'autre. À aucun moment tu te dis purée cette vie-là ou ces contrats qu'il signe là. Tu voyais les montants qu'il signait avec EDF ou pas? Oui, bien sûr. Donc c'est toi qui mettais les montants. D'accord. Ok. EDF concrètement, il te donnait une enveloppe et c'est toi qui te dispatchais parmi les sportifs. Comment ça se passait? En fait, donc pour la reconversion, effectivement, donc je finis la formation interne et j'intègre effectivement la direction de la communication du groupe EDF et plus précisément le sponsoring sportif que j'intègre en 2009, qui était vraiment si je suis arrivé au bon moment parce que c'était là où on passe l'équipe EDF, ça s'appelait l'équipe EDF, donc c'était les sportifs salariés du groupe, au team EDF où là on prend la décision de recruter des sportifs pour avoir des contrats d'image avec des grands sportifs en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012 dont on était partenaire. Donc j'arrive au bon moment, parfait, où effectivement on me prend là-bas et je me rappelle mon chef s'appuie sur moi non pas pour mon expérience à la communication parce que je découvrais la communication, je découvrais l'autre côté, mais plutôt mon expérience en tant qu'ancien sportif de haut niveau. Le mec qui va créer du lien avec les sportifs, le mec qui va comprendre un petit peu ce qu'attend le sportif, tu vois, qui va être vraiment proche d'eux. Et c'est ce que j'ai fait naturellement, en fait. À l'époque, dans les premiers, pour les citer, donc Tony Estanguet, Alain Bernard,
Camille Muffapé à son âme, Yannick Agnel, Laura Georges, vers la fin, Arnaud Soumani, tous ces jeunes-là, je les appelais même mes petits frères et mes petites sœurs parce que j'ai créé du lien avec eux et qui tout le long de leur carrière, de leur sollicitation par le groupe EDF, j'étais un petit peu celui qu'on pouvait appeler à toute heure. Bon, voilà, j'ai un souci avec mon contrat, voilà, j'ai un souci avec ces sollicitations, voilà, j'ai un souci avec ma com, tu vois, donc j'étais un peu j'étais un peu leur je vais pas dire leur mentor, mais bon, en tout cas, ils pouvaient compter sur moi pour et sans conflit d'intérêt, au contraire, je défendais les intérêts de d'EDF, mais il faut que les mecs soient bien. Parce que quand tu sollicites un sportif qu'il est en plein, pour le citer, je peux le citer, c'est un petit frère, il n'y a pas de souci. Je me rappelle quand Arnaud Assoumani à l'époque, avant l'an 2012, il se blesse, il est vraiment pas bien, il est à deux doigts de ne pas participer au jeu et autres, etc. Et que toi, ben oui, tu respectes ton contrat parce que tu es une entreprise, tu sollicites le sportif parce qu'il doit faire une sollicitation en région auprès de X salariés et que le mec il est pas bien dans sa tête, ben il faut le savoir. Et il faut pouvoir adapter. Donc c'est là, toi tu l'appelles, tu essaies de discuter avec lui, de comprendre un peu et que tu prends la décision, non, on va pas faire cette sollicitation. Mais Anderson, non, il est pas bien. Il faut qu'il se concentre sur l'autre objectif, c'est qu'il soit performant. Pour qu'on puisse le solliciter en image, il faut qu'il soit performant. Donc il faut qu'il se concentre. Tu vois, c'est ce genre de rôle un peu que j'avais et en aucun cas, et c'est ça grâce à Dieu qui m'a permis de vite switcher, parce qu'en aucun cas je les enviais. En aucun cas, non, au contraire, j'étais fier de pouvoir leur apporter entre guillemets ce relationnel, faire que grâce à mon expérience d'ancien sportif, ils puissent adhérer à nos valeurs chez EDF, quoi, tu vois, et qu'ils aient en face d'eux quelqu'un qui comprend ce que c'est un sportif de haut niveau, et toutes ces problématiques. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que autre qu'un sportif de haut niveau pouvait occuper ce rôle-là, quelque part, quand il pense? C'est compliqué, parce que en fait, pourquoi les grandes entreprises aujourd'hui aiment recruter les anciens sportifs de haut niveau? Parce qu'on a cette faculté déjà à gérer le stress. C'est quelque chose qu'on fait ça naturellement en fait par notre expérience, parce qu'on a appris à gérer le stress, même si on a du stress, tout le monde a du stress, c'est normal. Mais cette petite boule au ventre, ce petit mal de ventre que tu as avant d'une compétition, c'est une forme aussi de motivation, c'est une forme d'adrénaline, c'est une forme dépassement de soi. Dépassement de soi. T'as l'habitude d'avoir cette petite boule au ventre avant que on fasse pour toi l'athlétisme qui est le starter. T'as ce petit truc, ça fait partie. Et si tu veux, dans le monde de l'entreprise, ce stress il est permanent, puisqu'il y a la pression des résultats, la pression de bien faire les choses, etc. Et un employé lambda, ce stress-là, il va pas arriver, si tu veux, à le gérer. Et comment t'expliquer ça, à le gérer surtout devant le sportif. Et tu sais que le stress ça se transmet, et le problème c'est que moi je l'ai vu, hein, j'en parle en connaissance de cause parce que j'avais entre guillemets un collègue c'était pas mon chef, mais il était un peu plus senior, mais on travaillait un peu pas en binôme, mais voilà, on était en tout cas dans la même équipe. Et la relation qu'il avait avec les sportifs et celle que moi j'avais avec les sportifs, j'ai pu vite faire la comparaison, c'était compliqué. Il les stressait plus qu'autre chose. Tu vois, un mec qui vient te dire, tu viens de finir les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, t'as pas eu la médaille d'or, t'as eu, je sais pas moi, la médaille de bronze qu'il avait eu, tiens, c'est Arnaud encore. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi t'as pas eu la médaille d'or? Mais il aurait voulu l'avoir, lui, d'abord. Tu vois, moi, c'est un truc que je peux pas dire. Mais non, on peut pas dire ça. Tu peux pas. Voilà la différence. Voilà. Parce que s'il avait eu la médaille d'or, ben voilà, par rapport à la communication, par rapport à tu vois, il est déjà dans. Donc c'est compliqué. Et c'est la différence que l'on fait aujourd'hui en entreprise, pour ne pas être long là-dessus, mais un sportif les grandes entreprises aujourd'hui aiment prendre comme manager des anciens sportifs de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'on a cette faculté à justement avoir cette résilience, cette remise en question, ce dépassement de soi, toutes ces valeurs qu'on apprend par le sport collectif, le sport individuel, te permettent de manager. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour mes collègues, d'abord plus que le résultat ou la performance, plus que mes performances individuelles, je m'en fous. Et c'est dommage parce que si j'avais, entre guillemets, je veux pas dire c'est dommage, mais ça fait partie de moi. Mais quand tu regardes que tes performances individuelles, que tes objectifs, comme on dit en entreprise, j'aurais été encore peut-être plus haut que ça aujourd'hui à EDF. Mais je suis pas comme ça. Et pourtant, t'es haut maintenant chez EDF, parce qu'on va faire un point sur ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire, ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu as changé encore, tu as encore évolué. Je vais pas pouvoir parler en détail de ce que tu fais. Okay. Je sais que maintenant tu es entre
entre l'Afrique et l'EDF parce que, si j'ai bien compris ce que tu fais, c'est que tu amènes l'électricité là où il n'y a pas encore d'électricité dans les villages, dans certaines villes d'Afrique, dans certains pays d'Afrique, c'est pas partout. Et tu t'occupes de tout ce pôle-là. Tu es le pôle, comment ça s'appelle ce pôle d'ailleurs? En fait, au départ, si tu veux, je quitte le sponsoring sportif après les Jeux Olympiques de Rio 2016. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'avais pas envie encore une date, j'avais pas envie de tomber dans le cliché ancien sportif de haut niveau qui travaille au sport. Donc j'ai voulu me mettre un peu en difficulté et quitter parce que j'étais dans un fauteuil doré à la com, j'étais tranquille. Et puis c'était agréable, honnêtement. Agréable, oui, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien me mettre des défis et si tu veux, quand je suis rentré chez EDF à l'époque, j'avais 2 objectifs, c'était le sponsoring sportif, où on m'avait rayonné à l'époque, et l'international, l'Afrique. Et si tu veux, après Ils ont bien fait de rigoler. Ouais, après un épisode douloureux, puisqu'en 2015 je perds ma mère. Et si tu veux, j'avais qu'une envie, c'était de faire quelque chose pour l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire. Mais je savais pas trop comment. Et en 2016, quand je reviens de Rio, je prends 6 mois. Dans l'avion, j'annonce à mon ancien chef d'époque, écoute, je vais arrêter. Il me dit non, c'est pas possible, réfléchis, tout, genre, je vais arrêter, je veux partir. Donc on me propose des trucs en interne, mais qui me plaisent pas. Et je tombe sur un article interne sur EDF en Côte d'Ivoire, qui lance un projet, etc., etc. Et donc je vais voir la directrice de l'époque, au culot, dans son bureau. Je lui dis écoutez, je sais pas à quoi je peux vous servir, mais je peux vous servir. Moi, j'ai envie de travailler aujourd'hui pour l'Afrique. Donc elle me dit écoute, j'aime bien ta démarche, j'ai rien pour toi, mais je te tiendrai au courant. 2 mois après. D'accord. Donc c'est toi qui vas vers eux. Je pensais qu'ils connaissaient ton passé, connaissaient ton histoire, connaissaient ta double nationalité et qu'ils viennent te chercher. Non, c'est moi qui viens. Ok. Donc là aussi, tu provoques finalement ton histoire. Ouais, je provoque. Ouais. Je provoque carrément parce que ça me tenait à cœur. Et je suis allé vraiment franc du collier avec cette directrice. Et 2 mois après, elle m'appelle. Elle me dit j'ai quelque chose pour toi. Et donc j'intègre le mot que tu cherchais, j'intègre la direction internationale et ce qu'on appelle le département off-grid, le département hors réseau, qui justement permet d'avoir des projets qui donnent accès à l'électricité dans des zones reculées, dans les villages. Et dans ce projet, comme par hasard, en Côte d'Ivoire, que je gère toute la partie marketing et développement commercial pendant 4 ans, 5 ans, comme ça, 5 ans, 6 ans. Et dernièrement, là, effectivement, après encore malheureusement un épisode douloureux, j'ai perdu mon frère il y a 1 an et demi, remise en question, etc. Et quand je reviens de mon arrêt maladie, et là, on me dit, écoute, est-ce qu'on pensait que tu voulais plus faire de com, mais est-ce que ça t'intéresserait de prendre la com Afrique du groupe EDF? Je dis, écoute, ouais, why not et tout, voilà. Avec beaucoup de détachement parce que j'avais pris une gifle après le décès de mon frère et je voulais vraiment prendre le temps. Et là, j'ai pris ce poste-là et effectivement, je continue à m'éclater parce que je couvre toute la zone, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, passant par l'Afrique de l'Est. Et mon boulot, c'est vraiment mettre en musique tout ce que l'on fait, tout ce que EDF fait en Afrique, toutes nos activités dans toutes les régions, notamment un programme que je gère qui est destiné aux startups africaines. Voilà. En gros. Et comme ton emploi de temps n'était pas assez rempli, comme avec ta vie de famille, 3 enfants, comme avec EDF où tu fais des allers-retours en Afrique, c'était pas suffisant, tu t'es dit tiens, Spimac, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en musique et je vais m'investir auprès des sportifs. Donc aujourd'hui, tu es agent de plusieurs joueurs. Au-delà alors le sujet de la santé mentale est vraiment au cœur. Toi, tu parlais notamment des sportifs que tu connais, que tu as côtoyés. Je sais que tu connais Camille Lacour, par exemple. Il a fait partie du documentaire Strong où il parle de sa santé mentale. Qu'est-ce que concrètement, parce que tu as connu Léo Léba, tu en as bien parlé. Qu'est-ce que Spimac apporte aux sportifs sur cette partie? En fait, aujourd'hui, ce que Spimac apporte à ses sportifs, c'est déjà de l'anticipation. L'anticipation, aujourd'hui, tu peux être dans une carrière, ce que j'ai souvent l'habitude de dire aux sportifs, c'est soyez acteur de votre carrière. Soyez acteur de votre carrière, ne soyez pas spectateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être acteur de sa carrière? Aujourd'hui, quand tu as la possibilité... À part envoyer des lettres quand on n'est plus au FC Nantes. Des bêtises. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un contrat d'image, un contrat, peu importe. Rien ne t'empêche de lire ce contrat. Rien ne t'empêche de lire ce contrat et de t'intéresser. Même si tu n'as pas fait Bac plus 5 en droit. À l'époque, tu ne lisais pas, toi, les contrats? Je lisais toujours. Tu as toujours lu? Toujours. Je me suis toujours intéressé. J'ai toujours été, si tu veux, curieux. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai toujours été dans les bureaux.
j'ai toujours été entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mon propre agent. J'ai toujours eu cette force entre guillemets, sans me la raconter, de négocier les primes avec les dirigeants, être un peu le porte-parole. J'ai dit moi j'ai pas besoin de brassard. Le brassard c'est ma bouche. Voilà, j'ai toujours fait preuve de culot, de leadership parce que j'estime voilà, moi je suis un soldat. C'est-à-dire que même quand je dis à mes dirigeants, moi je suis un soldat, c'est-à-dire que je suis très corporate, je suis très loyal. Mais il faut pas me décevoir par contre parce que voilà, tu sais un soldat quand il est très loyal et que tu commences à le décevoir, ben malheureusement il peut retourner l'arme contre toi. Il se désolidarise justement. Il est plus solidaire, il est désolidarisé. Ces sportifs-là, on les éduque, on les accompagne parce que le mot accompagner est très fort. Aujourd'hui, dans Spimac, c'est l'agence de marketing sportif, donc c'est plutôt dans l'image. Spimac Football Project, c'est plutôt la gestion de carrière des footballeurs professionnels, du centre de formation à la carrière professionnelle, à la reconversion. Et puis Spimac Africa, que tu as évoqué, parce que voilà, il fallait, j'étais pas assez busy, mais voilà, Spimac Africa qui est la même chose que Spimac, mais en Afrique, où aujourd'hui je veux développer le sport business en Afrique. Ok. Voilà. Alors, je sais que ton dernier, justement, est très investi dans le foot. Ouais. Il rêve déjà de très grand. J'espère. Avec, d'après son père, des grandes qualités. J'ai pas eu l'occasion de voir, à part en vidéo, j'ai pas vu ton fils avec un ballon. Ouais. Et comment on fait pour pas se projeter sur lui, pas projeter ses peurs, pas projeter ses envies? Comment tu fais? Est-ce que tu y arrives déjà? Pour être honnête, alors j'ai eu la chance d'avoir un premier garçon qui a joué un peu au foot, mais quand on est venu sur Paris en fait de Toulouse, qui a arrêté en fait et qui s'est mis au sport de combat. Et je t'avoue que ça a été un peu au départ un crève-cœur parce que je me suis dit merde, voilà, parce que comme tout parent footeux, quand t'as été footeux, t'as envie que ton fils, quand t'as un garçon, joue au foot. Et je l'ai accepté parce que pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Ryan donc a une forme d'autisme. Et ça aussi, ça a été un de mes combats parce que voilà, c'est important. C'est pour ça que je suis très engagé sur le handicap, le fait de le vivre moi au quotidien et d'avoir côtoyé des enfants en situation de handicap. Mais voilà, je suis très chanceux parce que Ryan, voilà, bachelier, enfin des études supérieures, je m'en sors très bien. Excellent dans son domaine. D'ailleurs, si vous avez des logos à faire, etc. Le logo Spimac est fait par ton fils d'ailleurs. Et si tu veux, donc ça m'a permis de vite switcher là-dessus, ne pas avoir ce goumin comme on dit au pays, cette comment je pourrais traduire ça, cette déception de ne pas voir son fils jouer au foot. Tristesse en quelque part. Tristesse. Après il y a eu ma fille qui a fait du basket, qui a arrêté ici un peu. Et puis le dernier, c'est venu en fait, ça m'a surpris parce que j'avais pas vraiment voilà. En fait, c'est venu très naturellement depuis tout petit. Mais lui, vraiment, depuis l'âge de 1 an et demi, il se promène avec le ballon. C'est un kleptomane. Comment on appelle ça? C'est pas un kleptomane, mais quand il voit un ballon, il faut qu'on l'achète. Il a tous les ballons. Petit haut, gros haut, moyen haut, en mousseau, tout. Et là, je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Et donc, à 4 ans et demi, à 5 ans, je sais plus, il peut pas s'inscrire dans un club normal. Donc on le met à l'académie, malheureusement pour moi en tant que Marseillais, et je m'excuse auprès de tous les Marseillais qui me regardent. Ça a été un crève-cœur pour moi. Je l'ai mis à l'académie. Ouais, on aura tous compris qu'il s'agit de Paris, y a pas de problème. Moi, je peux le dire. C'était le seul moyen pour qu'il puisse jouer au foot. Et là, je découvre que mon fils est gaucher. Parce que je savais pas depuis lors. Je voyais les réflexes. Je me suis dit, bon, il est petit. Toi, t'étais quoi? Droitier. Ah, t'étais droitier. Okay. Ouais. Et là, je vois des qualités en lui et je vois surtout la passion du football, en fait. C'est pas seulement la qualité. Mais ce qui me fait peur aussi, pour répondre concrètement à ta question, c'est quand je vois les parents autour, en fait. Bon, maintenant, il joue dans un club normal, il joue à Vincennes, ça se passe très bien, il a des qualités, c'est vrai, mais non, je me projette pas. Je l'encourage, par contre. Mais ce qui me fait peur, c'est les parents autour. Ah, les parents, là, vraiment, à 8 ans, vous pouvez pas être dans un projet Mbappé comme ça. C'est incroyable. Les parents sont tellement dans une pression sur les enfants, c'est incroyable. Je peux pas admettre, moi, à 8 ans, ils sont là pour, de 8 ans à, 14 ans, 15 ans, c'est du plaisir. Faut qu'ils progressent, mais les gars sont déjà dans le projet Mbappé. Ils jouent comme ceci, ils jouent comme cela, mais non. Pourquoi le coach, il a fait ceci, mais non,
ça crie, oh là là, les bords de terrain. Je suis très, 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 comment dirais-je, très régulier. En tout cas, quand je suis à Paris, que je suis pas en déplacement, si tu veux me trouver, tu me trouves sur le bord du terrain le samedi matin, 9h, 8h, peu importe, ou le mercredi après-midi, je suis au bord du terrain. J'encourage mon fils parce que, voilà, je me dis que c'est bien d'avoir son parent. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les parents au bord du terrain comme ça. Ben là, j'encourage. Mais j'essaie de l'encourager plus que lui mettre des pressions à mettre tant de buts, l'envoyer. Les gens me disent, mais pourquoi il est bon, mais pourquoi tu l'as pas envoyé au Paris FC, pourquoi tu l'as pas envoyé il y a 8 ans. Laissez-le s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, tous les parents, laissez vos enfants s'exprimer dans leur sport. Ne vivez pas à travers eux votre rêve ou autre, etc. Ça va les anéantir, ça va les dégoûter de ce sport-là et vous serez que déçus. Voilà. Tu comprends les parents qui me disent, moi, j'ai pas envie que mon fils fasse du foot par rapport justement aux autres parents et à l'ambiance générale? Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que malheureusement, des parents comme moi ou comme la personne dont tu viens de parler, il y en a pas beaucoup. Souvent, c'est plus les populations masculines, les papas. Allez, on va dire à 60% quand même, parce qu'il y a quand même encore des mamans qui sont là au bord des terrains que je salue tous les matins. Mais il y a certaines mamans même aussi. Mais pourquoi tu joues pas? Mais c'est la passe. Mais pourquoi tu es comme ça? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a une certaine. Moi, j'appelle ça le projet Mbappé. Voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça fait rêver. Ça fait rêver que son fils soit footballeur professionnel. Ça fait rêver que son fils puisse gagner 200, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 euros par mois. 1 million, 1 million 2, 1 million 5 quand on a des contrats, etc. Ou même la moyenne aujourd'hui, c'est 40 000 euros par mois, même aujourd'hui. Ouais. 40 000 euros. Ouais, mais j'aime bien le dire, le plus petit salaire de Ligue 1, c'est 100 000 euros, les gars. Ah bah donc, oui. Ton mec, il a beau jouer en Ligue 1, il peut quand même gagner 5 000 euros. Donc, c'est vrai que tout le monde est en train de lorgner sur les contrats faramineux qui existent, c'est vrai. Mais il y en a combien? Il y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que en plus, les clubs disent qu'un mec à 40 000 euros lui coûte plus d'argent qu'un mec à 1 million. Parce qu'un mec comme Kylian rapporte des thunes. Un mec à 40 000 euros, c'est juste un mec lambda au milieu d'un club. Personne va acheter son maillot, personne va acheter de place pour lui, personne. Donc c'est vrai que marketingment parlant, un mec à 40 000 euros, il coûte plus d'argent qu'il en rapporte, contrairement au gros montant. Justement, quelle différence? C'est une question très difficile. Hein. Il n'y a jamais de question difficile. Quelle différence? Pardon? Il n'y a jamais de question difficile. Ok, tu me chauffes, ok. Quelle est la différence entre un joueur lambda et un joueur qui devient Mbappé? Il n'y a pas de différence. En fait, c'est juste la manière comment il va aborder sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une carrière peut décoller. Bon, il y a le talent, c'est sûr qu'il y a le talent. Mbappé, voilà. Le talent fait tout. Le talent fait beaucoup. Le talent fait beaucoup. Aujourd'hui, tu parles d'Mbappé. C'est un très bon cas. Aujourd'hui, les talentueux joueurs, tu peux les compter sur les doigts de la main. Hein. C'est vrai? Tu es dur quand même. Il n'y a pas que 10 joueurs, il n'y a pas que 5 joueurs talentueux dans toute l'histoire de la Ligue 1. Allez, on va prendre que la Ligue 1. Que la Ligue 1? Ouais. On n'a pas 10. Il y en a plus quand même. Talentueux alors parce que pour moi Mbappé c'est pas talentueux. C'est un joueur stratosphérique. C'est un joueur aujourd'hui qui est au-dessus du joueur talentueux. Tu comprends les gens qui disent qu'il est pas talentueux? Qui dit ça? Il y a des gens qui disent ouais, c'est pas du tout le meilleur joueur du monde, c'est pas du tout talentueux, il court vite et puis c'est tout quoi. Bon, les gens sont peut-être exaspérés par quelquefois son manque d'humilité, mais c'est pas un manque d'humilité, c'est juste son omniprésence dans les médias aussi parce que ce garçon-là, il a confiance en lui, c'est tout quoi. Et il l'exprime. Il y a beaucoup de gens qui ne l'expriment pas, lui il l'exprime. Je suis le meilleur joueur et alors oui, je veux être le meilleur joueur et je serai le meilleur joueur. Et il assume. Et ça exaspère parce qu'en France, on n'aime pas les gens qui parlent cash, qui disent la vérité, quoi. Voilà, c'est ça le souci, quoi. C'est tout. Mais sinon, de dire qu'il est pas talentueux, non, il est stratosphérique. Je le dis, hein. Pourtant, je suis Marseillais. Mais moi, je pense qu'Mbappé. Je suis contente. Non, c'est stratosphérique. À son âge et tout ce qu'il a réalisé. Attends, il a quoi, 25 ans? Il est déjà champion du monde. Zidane a été. Il est né dans l'année symbolique de 98. Zidane a été champion du monde à quel âge? Fin de carrière. C'est vrai. Les seuls qui ont été champions du monde très tôt, c'est les Ronaldo, Pelé.
Tu vois, t'imagines, c'est pour ça que je te dis que les joueurs talentueux, tu peux les citer sur les doigts de la main, ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est pas maintenant qu'on doit faire le bilan, c'est à la fin de sa carrière, pour regarder l'ensemble de sa carrière. Aujourd'hui, un Ronaldinho, il était talentueux, mais regarde sa carrière finie. Diego Armando Maradona, plus que talentueux, c'est mon idole, c'est Diego. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'ensemble d'une carrière. Tu vois, Pelé, Platini, Maradona, Zidane. Quand je dis qu'on peut les compter sur les doigts de la main, c'est les grands joueurs qui ont ouvré les légendes de leur carrière. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, Didier Drogba pour la partie Afrique. Voilà, je peux compter aujourd'hui, une vingtaine de grands joueurs qui ont vraiment, sur l'ensemble de leur carrière, démontré A plus B avec leurs titres, avec leurs performances, avec leur comportement, avec voilà. Il y a tout ça qui joue pour dire que tu es un grand joueur aujourd'hui. Pas que justement, je rebondis sur le fait que tu es en train de parler de la fin de carrière. Tu dis regarde comment il a fini sa carrière. Regarde comment il a fini sa carrière. Donc j'ai envie de poser la question à l'agent. Comment bien finir sa carrière? Quel est le secret? Est-ce qu'il en existe un déjà? Il n'y a pas un secret, c'est plutôt un comportement. C'est aujourd'hui d'être dans le comportement de l'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le sport de haut niveau, et notamment le football, avec une blessure, tout peut s'arrêter. Une blessure dont tu reviens pas, même si la médecine aujourd'hui a vraiment progressé, mais que tu reviens pas à ton meilleur niveau et que tu fais, voilà. Mais si tu as anticipé tout ça, c'est-à-dire que si tu as fait du placement, si tu as anticipé un petit peu ta reconversion en prenant peut-être des cours de com, en prenant des cours de placement dans l'immobilier ou autre, etc. C'est dur à dire à un jeune de 24 ans, commence à anticiper. Et les mecs, ils sont pas du tout dedans, ils sont Ils l'entendent quand tu le dis, en tant qu'agent, ils l'entendent? Ils l'entendent difficilement. Ils l'entendent, mais oui, c'est vrai, oui, grand, tu as raison, oui, mais il faut vraiment du temps, il faut être derrière pour qu'ils passent à l'acte de mettre de côté, passe à l'acte. Je parlais avec un de nos joueurs que l'on a qui a été formé à Monaco, qui a fait super carrière et puis qui est passé par ces moments-là dont je suis passé de creux, qui aujourd'hui se retrouve en Bulgarie et qui a compris, il est un contrat professionnel, mais qui a compris aujourd'hui, il arrive quand même à mettre 4-5 000 euros de côté chaque mois. C'est un exploit pour lui. Parce qu'il sait qu'il va avoir et il sait que, à la fin de sa carrière, avec ces sous-là, il va essayer de créer un business. Tu vois, il est déjà dans cette optique-là. Créer un business. Il n'est pas entrepreneur qui veut. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas être un bon entrepreneur. Il faut d'abord se former, s'intéresser. Et c'est parce que un footballeur professionnel ou un sportif de haut niveau a des temps morts pour justement se former, s'intéresser à autre chose. Tu vois? Et il y en a de plus en plus aujourd'hui, même s'ils font de la télé, qui sont que consultants, mais qui commencent à s'intéresser à autre chose, tu vois, et anticiper. Et je te dis, le secret, effectivement, s'il doit y avoir un, c'est vraiment d'anticiper qu'est-ce que j'ai envie de faire après ma carrière. Ouais, tu sais, comme tu le sais, j'accompagne des sportifs. Alors, jusque-là, j'accompagnais des anciens sportifs, mais j'ai de plus en plus de sportifs en carrière qui me contactent. Ouais. Je n'accepte pas tout le monde. Parce que pour amener à bien un projet, il faut qu'il soit cohérent. J'ai été contactée par un footballeur dernièrement qui, dans un premier temps, m'a contacté parce que c'est ma casquette d'ancienne journaliste qu'il voulait contacter. Il m'a dit parle de moi dans les médias. Moi, je veux trouver un club. Ça fait déjà, je corrobore ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il a pas de club. Il vit chez ses parents, il a pas de revenus, etc. Et je lui ai demandé. Puisque finalement on a basculé sur la partie il voulait que je l'accompagne finalement, mais lui il est tellement dans le déni qu'il veut que je l'accompagne pour retrouver un club. Et je lui ai dit ça va durer combien de temps comme ça? Il m'a dit faut avoir la foi jusqu'à ce que je retrouve un club. Donc je lui ai dit mais comment tes parents gèrent quel discours ils portent? Il me dit j'en parle pas trop avec mes parents, mais c'est ce que tu disais. Il tâche à ses parents. Ouais. Et ses frères et sœurs lui disaient continue. Je dis combien de temps? Il m'a dit non, j'ai pas de deadline. Jusqu'à ce que je retrouve un club, je vais continuer. À quel âge? 24. Et donc je lui dis mais il m'a demandé est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette démarche. Je lui dis je suis désolée, moi dans cette démarche, dans mon rôle de coach thérapeute, je pense que je ne peux pas l'accompagner parce il est tellement dans le déni. Il a tellement besoin de réaliser. Tu peux pas accompagner quelqu'un qui est dans le déni. Ce n'est pas à moi de le faire réaliser, ou en tout cas le parcours est peut-être trop long. Mais à ce stade, c'est trop tôt pour se faire accompagner. Et peut-être qu'il aurait besoin d'un agent aussi franc que toi
pour que tu lui dises frontalement ce qu'il en pense, ce que tu en penses. Et puis en tant qu'ancien footeux, tu sais, ta parole, elle est différente. Je lui aurais dit deux choses. C'est aujourd'hui, déjà, il faut être honnête avec soi-même. Quand tu fais du football aujourd'hui, que tu as 24 ans et que t'as pas de club, un joueur qui ne joue pas, c'est comme un cheval qui tu joues au tiercé et qui fait pas de course, quoi. Pour lui, il m'a dit, il connaît des gens, même après 4 ans, ils ont trouvé un club, donc il est dans l'espoir de trouver un club. Après 4 ans, ils ont trouvé un club, mais ils ont joué entre temps. Ils ont fait, et moi j'ai deux exemples pour lui. Le premier exemple, c'est Steve Savidan. Steve Savidan, à un moment donné, que tout le monde connaît, bon, il a fini avec des problèmes, médicaux, mais avant cela, avant qu'il signe à Angers ou Valenciennes, je sais plus, il était éboueur, hein, et il s'entraînait le soir, hein. Ouais. Il y en a plein de joueurs comme ça qui à un moment donné sont passés par la case. Et Edouard Mendy, le gardien de l'équipe du Sénégal, qui a fini à Chelsea, champion d'Europe, qui est maintenant en Arabie Saoudite. À un moment donné, il n'avait pas de club. Il jouait dans un petit club et puis il travaillait, quoi. Il était pointé à la NPE. Il y a même pas 4 ans, 5 ans que je te parle de ça. Hein, ouais, et puis en plus, pour revenir à la NPE qui est devenue Pôle emploi, qui est devenue France Travail, certains joueurs n'osent pas, alors qu'ils ont droit, hein, mais simplement le fait de faire la demande, d'y aller, etc., ils font pas la demande. Ils préfèrent rester dans leur coin, avoir des dettes. Ces jeunes-là, c'est que il faut être dans un projet où déjà ils retrouvent plaisir à jouer au football dans un club. C'est pas s'entraîner seul, c'est pas avoir un coach personnel. C'est ce qu'il a, un coach perso. C'est pas ça la vie. La vie d'un footballeur, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un projet où d'abord tu joues dans un club en attendant mieux, parce que c'est ça qui va te permettre justement de garder le rythme. Parce que le rythme, rien ne remplace le rythme. S'entraîner seul dans les bois, même si tu veux faire Terminator, muscu, machin, coach physique, c'est le ballon qui compte. C'est le rythme. Voilà, parce que quand on joue un match, le rythme n'est pas le même que quand tu cours dans les bois ou quand tu fais des matchs entre guillemets de quartier ou des matchs avec des gars. Non. Puis l'esprit, même dans l'état d'esprit de trouver, aller à l'entraînement, s'entraîner collectivement avec des gens, jouer le match. À 24 ans, s'il a des qualités et s'il est honnête avec lui-même, il doit repasser par la case CFA. CFA national, c'est comme ça, c'est la vie. Alors après, je connais pas son parcours, mais s'il a fait centre de formation qui se retrouve aujourd'hui sans club, passe par la case CFA, mon ami, si tu m'écoutes. Non, il n'a pas fait de centre de formation. Tu as le droit de ne pas jouer en club. À 24 ans, tu n'as pas le droit de ne pas être en club. C'est pas possible. Sinon, mon ami, arrête en même temps. Arrête. Bon, bah écoute, j'espère qu'il écoutera cet épisode et que le message non, mais il n'a pas le droit. sera passé. Tu n'as pas mis de l'eau dans ton vin, t'as été clair. Les joueurs qui jouent pas en club, moi, c'est ce que je dis à mes jeunes. Hein. Non, tu peux pas te retrouver sans club. Une année blanche, c'est compliqué. Alors 4 ans, je sais même pas, ça fait 4 ans qu'il joue pas, mais non, c'est pas possible. Il faut arrêter. Là, on est dans un film, c'est pas un déni, on est dans un film de Hitchcockien. Hitchcockien. Non. Pour revenir à toi, si tu devais faire un bilan de ta carrière, quel bilan tu ferais? Ma carrière footballistique? Ouais. Une fierté, aucun regret. Très content d'avoir connu ce monde du sport de haut niveau, notamment le football professionnel, rencontré des gens merveilleux qui m'ont permis de devenir l'homme que je suis, parce que avec des valeurs, avec beaucoup d'apprentissage, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai été un petit peu, tu sais, nous les Africains, on est souvent le père de nos pères, le père de nos mamans, donc j'ai eu ce rôle-là à un moment donné, donc très content et très fier de cette carrière qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma vie professionnelle, ma vie d'homme, et qui m'a permis d'avoir ces valeurs que j'ai aujourd'hui. Donc aucun regret, mais aucun regret sur ma carrière. Si on me dit s'il fallait refaire un truc, qu'est-ce que tu allais refaire, j'allais faire la même chose, je te le dis. Voilà. Après la carrière d'un footballeur, c'est un facteur chance, c'est Dieu qui décide. Hein, c'est que je devais pas être un grand footballeur professionnel, une grande carrière, mais je suis très content de ma reconversion et puis voilà. Justement, avant d'entamer cette reconversion, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir pendant ta carrière que tu savais pas et que tu as découvert après? C'est vrai que par contre, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est des personnes entre guillemets honnêtes autour de moi qui vont m'apprendre un peu plus à anticiper en termes financiers, en termes de placement, j'ai eu des gens qui m'ont sollicité, mais c'est pas des gens honnêtes. Je l'ai senti tout de suite, j'ai pas eu confiance.
Quand le mec il me dit ouais, place ton argent au Luxembourg ou je sais pas quoi, bon bref, des banquiers hein, et puis des gens normaux, c'est pas des gens qui se lèvent comme ça, mais voilà, je pense qu'il m'a manqué un peu cet accompagnement, ne pas tout assumer tout seul et bon, et l'agent à proprement dit était trop sur la carrière, mais pas sur l'accompagnement, tu vois, c'est ce qui manque aujourd'hui au footballeur. Il y a pas quelqu'un qui vraiment en charge, que tu vas peut-être rémunérer si tu as la possibilité, pour t'accompagner dans tout ce qui est, entre guillemets, administratif, placement, anticipation, image, tout, tu vois. C'est ce que tu proposes? C'est ce que je propose, ouais. C'est ce que je propose. On ne s'arrête pas à la gestion de carrière, faire une commission et te placer dans un club et puis voilà, basta. Non. Moi, j'ai été footballeur. Donc moi, je peux te dire aujourd'hui que tu as fait un sale match. Je peux te dire aujourd'hui que tu n'as pas été bon. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les footballeurs, on peut pas leur parler. Moi, je peux te regarder les yeux, tu peux être qui tu veux. Tu peux être Mbappé, qui tu veux. Lui dire aujourd'hui, tu as merdé. Tu n'as pas été bon. Tu peux mieux faire. On peut regarder un match ensemble, je vais t'expliquer. Même si tu vas me dire, mais attends, t'as joué où? Ouais, mais bon, moi, je vais t'expliquer avec mon œil de l'extérieur parce que personne ne te le dira. C'est ça qu'on fait un petit peu, entre guillemets, la différence, même s'il y en a qui le font aussi, mais parce qu'on s'intéresse aux joueurs, on s'intéresse à l'accompagner et d'anticiper un peu tout ça. Parce que, il y a pas longtemps, on a eu un joueur blessé. Il y a rien de pire qu'un joueur blessé. Un joueur blessé, tout le monde lui tourne le dos. Hein. Mais il faut que tu sois là pour ça. Ça fait partie du job aussi. Donc non, pour revenir à ta question, aucun regret. Aucun regret, très content, très fier et c'est pas fini. Et c'est pas fini, justement. Quel bilan sur ton après-carrière? Content aussi. On a compris que c'était une réussite, hein, une vraie réussite. Ouais. Et je fais exprès de le dire parce que on trouve, et notamment ma femme et mon entourage, trouvent que je suis très dur avec moi-même parce que je suis quelqu'un d'insatisfait et voilà, mon humilité est peut-être un peu trop poussée des fois. Et c'est la première fois que je pense que je dis que je suis très fier de ce que j'ai fait après. Et donc je le dis dans ton podcast, oui, je suis très fier, très content, et c'est pas fini parce que je suis quelqu'un d'ambitieux à la mesure de mes compétences, mais je suis quelqu'un d'ambitieux et c'est pas fini. Voilà. On est en JO 2024. Tu côtoies encore beaucoup d'anciens sportifs, des sportifs et d'anciens sportifs. Ouais. Je parle plutôt là pour le coup des sportifs en carrière qui vont, et je répète, hein, parce qu'il y a ceux qui vont arrêter après Paris 2024, mais ceux qui vont arrêter avant, parce qu'ils ne seront malheureusement pas sélectionnés. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, déjà de enjoy au max. Parce que les Jeux Olympiques, bon, moi, je les ai pas vécus en tant que sportif, mais je les ai vécus en tant que partenaire. C'est magnifique. Des Jeux Olympiques, je sais pas. Toi, t'en penses quoi des Jeux Olympiques? Sincèrement. Ben, malheureusement, c'est le grand drame de ma carrière. Je n'ai pas fait les Jeux Olympiques. J'ai fait le championnat du monde, mais pas les Jeux Olympiques. Tu vois, et oui, je suis d'accord avec toi. Enjoy. Tu as utilisé un mot fort. Tu vois, c'est moi qui retourne les questions maintenant. Tu as dit, c'est le grand drame de ma carrière. Ouais, c'est le grand drame de ma carrière. Que pour un sportif de haut niveau, c'est le Graal de participer aux Jeux Olympiques, de représenter son pays, de participer à cette fête que sont les Jeux Olympiques. Et donc, je pense que avant même de se projeter après les Jeux Olympiques, déjà de vraiment profiter un max, parce qu'en plus, ça va être à la maison. Et surtout, peut-être d'essayer d'anticiper, justement, pendant ces Jeux Olympiques, de voir comment, quand on aura fini ces compétitions ou autres, d'essayer de s'intéresser à d'autres choses. De se faire un réseau, peut-être. De se faire un réseau. Parce que ce que les gens oublient, c'est que pendant les Jeux Olympiques, donc moi j'ai été témoin de cela en 2012 et un peu en 2016, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de deals, beaucoup de business autour du sport, des sportifs, les marques, toutes les marques sont là, etc. Et c'est l'occasion de se faire du réseau, comme tu le dis, c'est l'occasion de briller, l'occasion de discuter avec des directeurs et autres, etc. Et faites naturellement de préparer son après. Mais d'abord se concentrer sur les jeux, parce que c'est le plus beau. Après, il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui, et je passe ce message, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide pour aller aux Jeux Olympiques, qui ont les capacités sportives, qui vont même se qualifier, et qui n'ont pas de sponsor, qui n'ont pas. Contactez-moi. Je ne dis pas que j'ai une baguette magique que je vais vous trouver un sponsor, mais déjà, je vais vous aider, entre guillemets, parce que j'étais de l'autre côté, je sais ce qu'attend un sponsor. Et souvent, des deux côtés, finalement. Et le sportif, il est souvent sur son projet. Et je vais vous mettre en visibilité, je veux faire ceci. C'est pas ça qu'il attend. C'est pas ça que la marque attend. Alors, qu'est-ce que la marque attend? Ah ben non, pas tout te dire ça ici. Contactez. Tu peux pas tout nous dire? Ok, oui. D'accord, il faut qu'il te contacte. Et je vais vous donner le secret et puis on pourra peut-être faire des choses ensemble.
Ok, il te contacte comment, du coup? Faut faire vite, hein. Contact@pimac.fr. Ah oui, là, faut faire vite parce que les jeux approchent à grands pas. Et oui, hein, Et il y a encore des entreprises, il y a encore des, voilà, je vais te donner juste un secret. Allez, comme t'es gentil, qui était ma petite sœur, je vais te donner un secret. Vous irez dans le dictionnaire, ça s'appelle l'embouche marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, Paris 2024 tente par monts et voilà, de contrer l'embouche marketing, mais ils pourront pas. Ça fait partie du paysage du sport, du marketing sportif. L'embouche marketing, c'est aujourd'hui comment communiquer à travers un événement dont vous n'êtes pas partenaire, mais que justement, ben voilà, le plus bel exemple que nous avons, c'est l'histoire, vous regarderez sur Internet, l'histoire de Pepsi et de Cola. Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Coca-Cola, partenaire de la FIFA, mais en terre ennemie, vous imaginez Pepsi, chez lui, il y a la Coupe du Monde et Pepsi peut pas communiquer. No way. Et Pepsi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas partenaires de la Coupe du Monde, pas de problème. Ah ben, le budget d'un partenariat qu'ils auraient pu avoir avec la FIFA ou autre, ben, ils l'ont mis sur une campagne publicitaire. Et ils ont pris Cantona, Beckham, Ronaldo, je sais plus les joueurs, gros joueurs. Je sais pas si vous vous souvenez, qui sont en train de taper sur une canette pour que ça sorte à l'entrée d'un stade. Ils font une super production telle Nike actuellement. Et c'était Pepsi. Et tout le monde a cru que Pepsi était partenaire de la Coupe du Monde. Les ventes ont décollé. Terminé. C'est le plus bel exemple d'embouche marketing. ah, il y a un autre aussi, c'est Dr. Dre. Et Je crois que c'est Panasonic qui était partenaire des Jeux. Et juste la veille des Jeux, il fait ou quelques jours avant, il fait une grosse fête. Il invite tous les meilleurs, les plus grands sportifs de la planète et il leur offre des casques Beats by Dre. Et donc tous les sportifs se sont pointés aux Jeux Olympiques avec le casque autour du cou. Et il a failli se faire d'ailleurs, alors aujourd'hui, ils ont voulu porter plainte contre lui, mais il a dit, moi j'ai le droit de faire une fête avec mes amis et de leur offrir des cadeaux. Bien et sûr. C'est comme ça que c'est terminé. Et tout le monde, et les ventes de Beats by Dre ont décollé. Alors juridiquement, c'est vrai que voilà, le Paris 2024 s'est mis à fond dessus pour essayer de pallier au maximum à cela, mais il y a des choses qui peuvent pas empêcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé, dans deux exemples, on a parlé d'athlètes, où les marques utilisent les athlètes pour pouvoir communiquer. Donc tu ne peux pas aujourd'hui empêcher un athlète qui n'a pas de sponsor d'avoir un sponsor et qui va mettre, parce que voilà, Vanessa Gladon. C'était même pas un sponsor, c'était un cadeau. C'est-à-dire que c'était un casque. Il n'y avait même pas d'histoire d'argent. C'est à la fin de la soirée, il leur a remis un sac et dans le sac, il y avait des casques Beats et tout le monde s'est retrouvé aux Jeux Olympiques avec. Exactement. Et tu peux pas empêcher aujourd'hui une marque X qui est pas partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de soutenir un athlète. Vanessa Gladon va faire les Jeux Paralympiques ou Olympiques de 2024. Elle est avec ce partenaire X, elle signe un partenariat. Elle va communiquer sur son partenaire parce qu'il lui donne de l'argent pour pouvoir faire les Jeux. Et Vanessa Gladon, elle devient championne olympique. J'aurais bien voulu. Et donc le partenaire, il va communiquer dessus. C'est tout. Et donc à travers toi, lui aussi, il va faire partie de la fête. Et c'est ça qu'aujourd'hui Paris 2024, point de vue juridique, essayer de contrer, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. D'autant que je me souviens en 2012, il y avait même un athlète qui avait tatoué la marque. Donc ça va être encore plus difficile. Tu peux pas empêcher quelqu'un de se tatouer. Donc chers amis sportifs, vous qui cherchez des sponsors, c'est vrai qu'il faut un réseau, il faut une histoire. Alors, je vous donne le secret. Allez, je vous le donne parce que vous êtes sympa. C'est pas simplement de la visibilité que la marque a besoin. C'est vous, votre histoire, votre storytelling. Qu'est-ce que vous allez apporter à la marque comme valeur et autres, etc. Aujourd'hui, il y a des marques qui peuvent se mettre avec n'importe qui. C'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur. Est-ce que vos valeurs, ou ce que vous allez défendre, ou votre projet derrière, correspond à la marque? Ça, vous pouvez pas envoyer votre CV, votre candidat, toutes les marques comme ça. Non, il faut sélectionner en fonction de ce que vous avez envie de défendre, d'inculquer comme valeur. Voilà. Et c'est... Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce qu'on a l'impression que tout ce que tu touches, tu réussis. Une santé. La santé. Voilà, c'est tout ce que tu peux me souhaiter, parce que moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est sans la santé, on peut rien faire. Donc, déjà, d'avoir une bonne santé. Et puis, bien sûr, d'être toujours intègre par rapport à tout ce que l'on peut faire dans tous les domaines. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'avoir son intégrité et ses valeurs. Pour justement, on a vite fait d'avoir mauvaise réputation. Donc, intégrité, valeurs, santé, c'est le plus important. Après, le reste, c'est Dieu. Alors, on remet tout ça dans les mains de Dieu et évidemment, on te souhaite la santé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec moi. Merci beaucoup.
Et puis, merci pour ta sincérité, d'avoir mis les pieds dans le plat des sujets tabous, là où on n'ose pas dire que les footeux, ben ouais, ils gagnent aussi de l'argent, mais ils dépensent beaucoup au point de créer des dettes. Ouais. Et c'est un discours qui n'est pas assez entendu, donc merci de l'avoir porté ici dans The Glad One podcast. Glad One. The Glad One. Merci à toi aussi, cher auditeur, d'avoir participé jusqu'au bout à cet épisode. Tu le sais, hein, en tant que coach thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs à travers notamment les problématiques évoquées ici, la solitude, l'incompréhension. Donc, si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Sinon, tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, sur mon mail, contact@vanessagladon.com. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. On se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Ciao!